C'est bon? On l'a eu? Ouais. C'est qui le prochain? C'est l'avarice. Générique. Salut à tous, est-ce que vous connaissez Midas? Oui, les garages Muffler Installation Dealers Associated Service. Non, pas ce Midas-là. Le Missile Defense Alarm System. Les tables de mixage. La Teratoila Midas. Le roi Midas. Ah, connais pas. Une fois n'est pas coutume, on va parler de mythes, mais également d'une personne qui aurait réellement existé. Si on prend pas en compte Jack Talon Arthur. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas de preuve historique d'un Persée ou d'un Héraclès. Or, pour notre bon roi Midas, c'est pas ce qui manque, parce que le roi mythique, on en a pas mal parlé et on l'a beaucoup cherché. On peut notamment commencer par des archéologues de Pennsylvanie qui, en 1957, ont trouvé un tombeau en Turquie qui aurait appartenu à sa seigneurie. Sauf que c'est encore sujet à débat, parce que rien, et je dis bien rien, ne prouve qu'on est là devant la tombe du roi Midas. On a juste retrouvé un corps qui, d'après les estimations, pourrait être le sien. Ce fameux roi Midas, il aurait vécu au 7e siècle avant notre ère. Et je me permets le conditionnel parce que vous vous doutez bien qu'à l'époque, on ne tenait pas vraiment de registre. On aurait donc là un roi phrygien qui aurait vaincu le roi Sargon II, assyrien de son état. Mais vous vous doutez que c'est encore plus compliqué, parce que des Midas dans l'histoire, il y en a d'autres, même si celui-ci est le plus courant. Notamment chez notre bon vieil Ovide, qui est encore venu fourrer son nez dans des mythes qui ne le regardaient pas. Mais d'autres versions nous parlent d'un Midas contemporain de Crésus, un autre roi pété de thunes. Byzance, oui, il y a du pognon. Enfin, je les connais pas, les mecs, moi. Sauf que ce roi de Lydie, il a vécu au 6e siècle, ce qui nous fait déjà un bond d'une centaine d'années. Et cette version, on la doit à Hérodote. Je m'appelle Hérodote. Je suis un conteur. Alors qu'on la doit, mais pas exactement, parce que Hérodote dans un premier temps et Aristote dans un second nous le présentent comme le fils de Gordias. Sauf que des Gordias en Phrygie, on en compte au moins deux. Le premier étant, là encore contemporain à Crésus, mais mentionné comme étant le fils de Midas. Ce qui ferait un Midas en plus entre celui de Sargon et celui de Crésus. Mais surtout, le bon Gordias, ça va être l'autre. Et l'autre, c'est celui qui a fondé la ville de Gordium, capitale de l'Empire phrygien. Et l'Empire phrygien, il est fondé en moins 1181, ce qui fait un fameux écart temporel. Alors je reprends pour les deux du fond. On a donc eu un Gordias en moins 1180 qui a eu pour fils Midas, je mets le U entre parenthèses, puis entre le 7e et le 6e siècle, on a eu 3 Midas à des dates différentes, dont un contemporain de Crésus, mais aussi un autre Gordias qui était, lui, le fils de Midas. Je l'ai déjà dit, et je le dis encore, la mythologie, c'est un bordel. Et c'est pas fini, parce qu'Hérodote, il nous mentionne également l'oracle de Delphes. Sauf que l'oracle de Delphes, il aurait été construit durant le 9e siècle si on en croit les fouilles archéologiques. Ce qui nous donne un total de 5 Midas potentiels, démerdez-vous avec ça. Avant de parler de Midas, on va d'abord parler de son papa, Gordias, qui est lui aussi au centre de mythes, notamment celui du nœud gordien. Notre futur roi commence sa vie en tant que simple fermier en Macédonie. Mais comme tout héros qui se respecte dans les légendes, il est bien entendu de sang royal. Sa famille dirigeant à l'époque les Briges. C'est qui ceux-là? Alors, les Briges, c'est un peuple qui vivait dans les Balkans et qui aurait disparu avec la chute de l'Empire hittite. J'ai pas non plus. Les Hittites, c'était un peuple anatolien qui a vécu durant l'âge de bronze, avant de se faire botter les fesses par les Assyriens, ce qui a amené à la chute du dit âge de bronze, pour que l'humanité puisse entrer dans l'âge de fer. Le reste des Hittites ayant été massacrés par les Briges qui passaient par là. On revient à Gordias. Un jour, alors qu'il travaillait dans son champ, il vit un aigle se poser sur sa charrette. Et là où la majeure partie des gens auraient surtout été émerveillés à la vue d'un rapace aussi proche, lui, il a interprété ça comme la preuve formelle qu'un jour il serait roi. Je sais pas comment il est arrivé à cette conclusion. Ouais, c'est peut-être un présage. C'est chiant, les présages. Et donc, comme à chaque fois qu'on est face à un signe divin, Gordias prit sa charrue et ses bœufs pour aller voir un oracle de Sabatios. Patrick Sabatios. Sabatios, pas Sabatier.
Oh, Sabatios, c'est le dieu du blé et de la bière chez les Thraces et les Phrygiens, qu'on compare bien souvent à son homologue amateur de vin Dionysos, même si d'autres le ramènent à Zeus, son nom signifiant le tonnant. L'oracle, qui n'était pas la moitié d'une, se proposa d'épouser ce futur roi et partit avec sa carriole pour l'Anatolie. Pourquoi l'Anatolie? Ben parce que le peuple phrygien qui y vivait n'avait pas de roi à ce moment-là. Donc, l'oracle, qui était arrivé en ville avant son futur époux, lança une prédiction. Le premier homme, avec une charrue tirée par des bœufs, qui arrêtera sa charrette devant le temple, sera le nouveau roi des Phrygiens. Eh ben, les élections c'était à la fois vachement plus simple à l'époque, et aussi vachement plus aléatoire. Et qui c'est qui a une charrue, des bœufs, et qui compte s'arrêter pile poil devant le temple, parce que c'est ce que l'oracle lui a demandé de faire? Gordias. Ah, donc en fait, c'est totalement du pipeau. La pitié répète ce que vous lui chuchotez à l'oreille. Alors, il y a un peu d'interprétation de ma part, parce que la légende, c'est un vrai gruyère. Et quand on écoute ceux qui en parlent, il y en a pas deux qui disent la même chose. Mais si on met les éléments bout à bout, oui, on est face à une bonne arnaque pour foutre Gordias sur le trône. Gordias, roi nouvellement proclamé, fondera alors la cité de Gordium. Parce que, directement, il a chopé le melon. Et c'est à ce moment qu'entre en scène son fils, Midas donc, qui décide de faire offrande de la charrue au dieu du coin, Sabatios donc, sans doute parce que maintenant que son père est roi, il va plus forcément en avoir besoin. Et donc, il attacha la charrue dans le temple du dieu, avec un nœud impossible à défaire, en écorce de cornouiller. C'est un arbuste du coin. Attends, le nœud il s'appelle le nœud gordien. Oui, gordien de Gordias. Tout à fait. Mais si c'est Midas qui a fait le nœud, ça ne devrait pas plutôt être le nœud midien? Sans doute, mais le melon, je te dis, le melon. Quintus Curtius Rufus, un historien romain, définissait le nœud comme étant plusieurs nœuds tous si étroitement enchevêtrés qu'il était impossible de voir comment ils étaient attachés. Ce à quoi un oracle, sans doute le même que tout à l'heure, déclara que quiconque saura retirer l'épée deviendra le roi de toute l'Angleterre. Non, attends, c'est pas ça. Quiconque défera le lien sera le roi de toute l'Asie. Voilà, c'est ça la réplique. Ou bien c'est un oracle, ou bien c'est un miracle. Alors, à ce moment, on va faire un énorme bond dans le temps jusqu'au 4e siècle avant JC. Gordias, il a cassé sa pipe depuis bien longtemps, et la myriade de Midas a suivi le même chemin. Mais il y avait un autre Macédonien qui passait par là, un certain Alexandre. Le bienheureux. Ah, ça y est, je le tiens. Le grand, ou le sanglier de Macédoine si tu préfères. J'ai compris la référence. Qui, débarquant en ville, voulut se mesurer à ce défi, parce que régner sur l'Asie, c'est pas un truc qui lui déplairait. Donc, il tente, il essaye, et il échoue, dans un premier temps. Parce que notre oracle, il n'a jamais précisé comment le nœud devait être défait. Alors, encore une fois, comme c'est curieux, il existe deux récits qui ne racontent pas la même chose. Pour certains, il aurait retiré le joug de la charrue, donc la partie qui retient notamment les bœufs, pour avoir accès au nœud. Mais ma version préférée et la plus populaire, c'est qu'il a pris son épée et qu'il a coupé le nœud. Techniquement, ça passe. Mais évidemment, vous les gagnez tous, les défis. Ah, c'est facile, hein. Moi aussi, à ce compte-là. Et, quelques années plus tard, Alexandre conquit l'Asie jusqu'à l'Indus et l'Oxus, réalisant ainsi la prophétie. Voilà, maintenant on va vraiment parler de Midas. Pas encore, parce qu'il y a un peu de préparation avant de parler du roi doré, à savoir Silène. La petite Silène. Le bozo est toujours plus vert. Non, Silène, c'est un satyre, une race d'esprit de la forêt qu'on associe très souvent aux faunes, alors qu'en vrai, il n'y a pas grand chose à voir. Ben si, l'un est le pendant romain de l'autre. Pas exactement. Parce que, comme pour tous les satyres, ça a évolué au fil des siècles. La représentation la plus commune, celle d'un être mi-homme, mi-chèvre, c'est surtout une représentation qui s'est popularisée durant la Renaissance, et qui est en réalité un amalgame de plusieurs créatures mythologiques. On peut notamment noter les Égipans, qui sont issus du dieu Pan, et qui lui, pour le coup, a bien des pattes de chèvre. Pan qui a comme contrepartie chez les Romains Faunus, qui est lié aux faunes. Et donc, les satyres, ils sont à moitié quoi? Ils sont à moitié cheval, mais pas comme les centaures, ils ont juste deux pattes et les oreilles.
Donc Disney nous a menti tout ce temps. Qu'est-ce qui se passe? T'as jamais vu de satire, ma poule? Non. Un peu, ouais, mais on parlera en détail de ces créatures une prochaine fois. Donc, Silène est un satyre, mais pas n'importe lequel des satyres. C'est le plus vieux. Il est tellement vieux qu'il est un peu le GTA des satyres. Il est responsable de toute la violence durant la Grèce antique. Non mais, à l'instar de tous les jeux qui ont découlé de la production de Rockstar et qui ont été appelés des GTA-like, les satyres ont également été appelés des Silènes. Donc, Silène est tellement vieux qu'il est plus vieux que certains dieux eux-mêmes, puisqu'il recueillit l'un d'entre eux encore bébé pour en devenir son tuteur, le dieu du vin, Dionysos. Et alors on sait pas trop si c'est Didi qui a donné le goût de la bibine à Sissi ou l'inverse, mais toujours est-il que les deux aiment bien se la mettre à l'envers. Excusez-le, il est rond comme une boule. Et c'est justement ce détail qui va nous amener à la légende la plus connue avec Midas. Alors, malgré mon intro, Midas n'est pas réellement le fils de Gordias, mais un enfant adopté par lui et par son épouse Cybèle. Toujours tout ramené au physique. Non mais, Cybèle c'est son nom, et c'est aussi la divinité du coin. Oui, l'oracle s'est fait rembarrer dardard dans l'histoire par la divinité locale. Faut dire, il y avait une sacrée concurrence. Oui, et puis on vit pas sur le même plan astral aussi, alors... Et, pour ajouter au bordel historique, on va accompagner ça d'un bordel géographique, parce que là aussi, il n'y en a pas deux qui se mettent d'accord. Hérodote nous situe notamment l'enfance de Midas au pied du Vermillon, un mont qui se trouve en Macédoine. Donc, est-ce que ça voudrait dire que Midas est retourné là-bas pour vivre son enfance? Est-ce qu'il est né avant que Gordias ne parte? Mais ça sous-entendrait qu'il connaissait Cybèle avant d'aller chez les Phrygiens? Ou alors est-ce que c'est encore un autre Midas? Mystère et compagnie. Et boule de gomme. Mystère et compagnie et boule de gomme. Non mais, c'est pas ça l'expression. Et donc, Midas va devenir à son tour roi, non pas de Gordium, mais de la cité de Pessinus. Et dans la cité de Pessinus, il y a une fontaine. Et dans cette fontaine, il y coule curieusement du vin. Et qui dit vin, dit raisin, dit Silène. Ah bah oui, maintenant que tu le dis, ça fait sens. Silène, il n'a pas pu s'empêcher de boire à cette fontaine pour finir complètement bourré et se perdre dans la ville. Jusqu'à ce qu'il tombe sur deux paysans qui n'ont pas eu de meilleure idée que de ramener l'esprit de la forêt à leur roi. Midas, lui, il ne met pas longtemps à reconnaître la créature. Sans doute parce qu'un homme avec des pattes de cheval, ça titube pas les rues. Mais vous êtes beurré, vous aussi. Et, reconnaissant l'animal, il décide de l'honorer, en organisant un gueuleton de 10 jours et 10 nuits. Je me demande pourquoi autant d'hospitalité. Parce qu'il est gentil? Oui, ou alors il est au courant des pouvoirs de son invité équestre. Parce que Silène, il a ce pouvoir très particulier de devenir prophète une fois qu'il a bu un verre de trop. Celui qui a inventé l'échelle, on peut pas dire que ce soit un con. Par contre, celui qui a inventé l'étagère trop haute, je ne le félicite pas. Et Midas, quand il a appris ça, il a décidé de remplacer l'eau de la fontaine par du vin. Oh le sale! Alors, rien n'indique s'il a réussi à lui tirer les verres hors du nez pendant qu'il les enchaînait dans le gosier. Je vais vous laisser quelques secondes de réflexion pour celle-là. En tout cas, après les 10 jours, Dionysos, qui commençait à s'inquiéter de ne pas voir son tuteur rentrer, décida de partir à sa recherche et atterrit en plein milieu des festivités. Content d'avoir retrouvé son ami de comptoir, le dieu du vin offrit un vœu à Midas. Et Midas, il a une passion dans la vie, travailler dur pour accumuler des trésors. Jusque-là, il a pas trop l'air de bosser. Ah oui, ça c'est parce que c'est ce qu'il voulait faire enfant. Maintenant, il veut juste accumuler les richesses. La fortune que je pourrais posséder, je pourrais m'offrir le plus gros diamant du monde. Donc, quand on lui proposa d'exaucer un vœu, il demanda toutes les richesses du monde. C'est ce qu'il a fait? Non, mais ça aurait été clairement le vœu le plus logique. À la place, il va demander à ce que tout ce qu'il touche se change en or. Il se posa donc devant un chêne et lui toucha les branches. Paf, des racines aux feuilles en passant par les glands, tout était en or. Il ramassa un caillou par terre, paf, une pépite. Autant dire qu'il n'avait plus qu'à lever le petit doigt pour augmenter son butin. Comment ça marche exactement? Ben, il le touche et puis ça change. Non mais, je veux dire, il y a une limite à la propagation du pouvoir? Genre là, il touche l'arbre et ça change tout l'arbre. Mais pourquoi ça commence pas à changer le sol une fois arrivé aux racines? Et s'il y a un oiseau sur l'arbre, est-ce que l'oiseau se change aussi en or? J'avoue que tu me poses une colle. Quoi qu'il en soit, c'est en retournant au palais que les choses devinrent plus compliquées, puisque, ravi de son nouveau pouvoir, il demanda à manger du raisin et du maïs. Oui, c'est frugal comme repas. Je ne mange pas
de graines. Sauf qu'à chaque fois qu'il apportait un grain de raisin à sa bouche, il se changeait en or. À chaque fois qu'il croquait dans le maïs, il manquait de s'étouffer, et en buvant de l'eau, celle-ci devenait de l'or liquide au contact de ses lèvres. Là encore, si le simple contact avec sa peau suffit pour changer les choses en or, pourquoi est-ce qu'il s'étouffe pas avec sa propre salive? Et pourquoi est-ce que ses vêtements ne se changent pas non plus d'ailleurs? Et puis il se passe quoi s'il marche pieds nus? Tu sais, on parle d'une mythologie où un dieu faisait sortir des îles de l'océan pour après se plaindre qu'il y avait moins d'eau. Ils étaient pas super calés en logique. Mais les mésaventures de Midas continuèrent lorsque sa fille s'approcha de lui pour lui faire un gros câlin, et qu'elle finit tout autant en or. Oui, mais il aurait mieux fait de demander à changer la viande de chèvre en eau. J'ai compris la référence. Et donc, Midas s'empressa de retourner voir le dieu pour revenir sur son vœu. Et là, selon les versions, soit Dionysos est clément et lui demande d'aller se baigner dans la source de la rivière Pactolus, et non, je ne sais pas pourquoi est-ce que la source ne se change pas en or, soit il est pas clément, et Midas meurt de faim. Midas, il est surtout connu pour sa passion de l'or, mais est-ce que vous le saviez-vous que ce n'était pas le seul mythe dans lequel il apparaissait? Et pour cette histoire, on va encore parler d'un satyre. Autant dire qu'avec ces créatures, on s'attire des ennuis. Donc, on va parler ici de Marsyas, et si tu me dis que son prénom c'est Enrico, tu t'en manges une. Ok. Marsyas, ce n'est encore une fois pas n'importe quel satyre, car quand on représente cet animal, hormis ses attributs caprins, il est bien souvent accompagné d'une flûte. Alors, on représente avec tout plein de flûtes différentes, même avec une flûte de Pan, alors que, comme son nom l'indique, la flûte de Pan, elle appartient à Pan. Oh putain, oui. Donc, la flûte du satyre, c'est l'holos, à savoir une flûte que tu joues bien souvent par paire. Et cette flûte, on la doit à Athéna, ou à Marsyas lui-même, ou au père de Marsyas, ou à Apollon. On va dire que c'est à Athéna. Et Athéna, en jouant de l'instrument, se rendit compte que ça lui gonflait les joues, et lui donnait un air idiot. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc elle a décidé de se débarrasser de l'objet. Déesse de la sagesse, je rappelle. On en revient à Marsyas qui ramassa l'objet et qui se foutait visiblement d'avoir l'air idiot puisqu'il joua de l'instrument jusqu'à en devenir un expert. Sauf que quand on parle de musique et de Grèce antique, on pense bien souvent à Apollon, le dieu des chants et de la musique. Et voir qu'une créature mi-homme, mi-cheval, mi-bouc osait souffler de la flûte aussi bien, ça l'a légèrement mis hors de lui. Donc il fit ce que tout dieu fait dans ce genre de situation. Il l'accroche à un rocher pour qu'il se fasse bouffer par un aigle. Ou alors il lui demande de pousser un rocher indéfiniment. Non, pour une fois, il va juste proposer un concours de musique. C'est pas les Katayanagi qui jouent d'abord? Je crois que vous jouez tous les deux en premier. Alors le concours fut organisé et on eut un peu de tout en tant que juge. Des muses, des nymphes, des divinités locales, et donc celui qui nous intéresse ici, le roi Midas. Le satyre commença à jouer son air qui enjailla la foule, puis Apollon fit de même avec sa lyre, et il termina par pousser la chansonnette. Ce à quoi Marsyas s'offusqua, estimant qu'on ne devait juger que sur les capacités à utiliser l'instrument, et non pas sur le chant. D'autant plus que pour lui c'était assez difficile de chanter, en ayant deux flûtes dans le bec. Sauf qu'Apollon, il a juste fait remarquer que le satyre, il utilisait aussi son souffle pour jouer de ses instruments. Et donc, c'était un peu pareil. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Et ça va passer. Donc, au moment de voter, le dieu eut l'unanimité. À une voix près, celle de Midas. Et s'il y a bien un truc que j'ai appris sur les dieux grecs, c'est qu'il fallait pas les contrarier. Donc, en représailles, et partant du principe qu'il avait quand même gagné, il donna au roi Midas des oreilles d'âne. Ça c'est con. Et pour cacher cette malformation disgracieuse, il porta jusqu'au restant de ses jours un célèbre bonnet qui deviendra le symbole d'une célèbre révolution. Attendez, je connais ce symbole, c'est le bonnet phrygien. Il représente la liberté. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Moi je vous dis à très vite. C'était le Grim Squeaker pour vous servir.